Salut Guillaume, Bonjour je suis Julie. trop contente de t'interviewer aujourd'hui. Alors tu es le 4e Guillaume de ma chaîne, Ça fait beaucoup. mais pas des moindres, tu es réalisateur. C'est Roxane qui m'a parlé de toi lors de notre dernière interview ensemble et elle me disait que tu faisais partie des réalisateurs avec lesquels elle a eu le plus de plaisir à travailler. Donc j'ai regardé un peu ton travail et effectivement ça m'a vraiment bien parlé parce que à travers toutes les thématiques très différentes que tu abordes à chaque fois, tu les abordes toujours de manière très intense et intime en même temps. Et tes histoires sont portées par des comédiens de folie qui sont toujours hyper justes, hyper vrais, hyper là quoi. Et du coup, je suis très contente de parler de ta méthode de travail avec toi aujourd'hui. Et je vais te laisser te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, ton parcours, et comment tu es arrivé déjà à ce métier de réalisateur et ensuite plus précisément à la direction d'acteur. Eh ben merci déjà. Moi je suis donc réalisateur et scénariste. J'ai toujours coécrit. Je ne peux pas écrire seul. Quand je dis je ne peux pas, c'est parce que je trouve que quand on se retrouve à avoir une journée à écrire, si on le fait seul, être capable de se dire le soir, oh, putain, c'est trop bien ce que j'ai fait aujourd'hui en se regardant dans la glace. Je pense qu'il faut avoir une sacrée dose de confiance en soi, alors que quelqu'un qui directement relit et avec qui on peut discuter pour déjà nous dire si c'est bien ou pas bien, si c'est de la merde, s'il faut changer, etc., c'est quand même beaucoup plus stimulant et riche. Et parce que d'être à deux, c'est surtout que quand on n'est pas d'accord, quand on a un désaccord sur une scène ou sur une vision de séquence, je trouve ça toujours mieux de se dire, si on n'est pas d'accord tous les deux ou que ça coince, c'est que c'est pas la solution. Trouvons quelque chose à deux qui nous convient et qui peut-être fera en sorte que c'est mieux. Et si on est d'accord tous les deux, c'est souvent mieux. Donc moi, j'ai toujours coécrit avec Clément Penny, que j'ai rencontré pendant mes études. Donc ça fait des années que l'on se connaît, 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Et on a coécrit les cours ensemble et le long sur lequel Le on a long, travaillé, Les qui est Les Survivants. Survivants, ouais, avec Denis Ménochet. Et Zahar Amir et Brahimi, Ok. qui sont impressionnants tous les Fantastique. deux. C'était incroyable de bosser avec eux deux. Donc j'ai toujours eu la nécessité de collaborer. Et je pense que, comme je viens du scénario au sens où moi j'ai suivi une formation pour l'écriture audiovisuelle au sens large, là où j'ai rencontré Clément, j'ai toujours ressenti le besoin de collaborer. Ça part de l'écriture et ça part en fait après avec tous les corps de métier. D'où le fait que j'adore être à la place à laquelle je suis sur un projet, réalisateur, parce que comme ça englobe en amont, en aval, qu'il y a tous les métiers de l'audiovisuel qui sont représentés, avec lesquels on a la chance en fait vraiment de collaborer une fois encore. Ça m'a tout de suite renvoyé à quelque chose de collectif et à un endroit aussi où le projet ne m'appartient pas. Au sens où, parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi dessus, je suis obligé de céder énormément de choses et donc de liberté aux autres. Et je trouve que la façon dont j'essaie de travailler en écriture, j'essaie de le refaire un peu partout. Et si je me retrouve avec d'autres chefs de poste ou des comédiens pas d'accord sur quelque chose, c'est parce qu'il faut trouver une idée ensemble qui peut être meilleure. Donc je trouve que l'écriture, parce que tout n'est qu'écriture à chaque fois, faire un choix de costume, c'est de l'écriture. Faire un choix de mise en scène, c'est de l'écriture, de montage. Enfin voilà, à chaque fois, ça nous renvoie à des notions très scénario. Et ce souci-là dans lequel j'essaye d'évoluer de collaboration, et il est né, je trouve, en collaborant avec Clément Penny. D'accord. Donc toi, tu disais que tu avais une formation plutôt de scénariste, Ouais. mais tu as fait une école de ciné axée sur le scénario ou... Oui, un master scénario, D'accord. 2 ans d'écriture audiovisuelle D'accord. à l'ESRA. J'avais tenté la FEMIS en scénario. Ok. J'avais échoué pas très loin du but. Si j'échouais à la FEMIS, je m'étais dit je continue les études dans lesquelles j'étais déjà, à savoir des études de sciences politiques à la fac. Et en fait, j'avais aimé tenter le concours de la FEMIS et je m'étais dit, parce que je rencontrais plein de gens du cinéma, je venais pas du tout de cet univers-là, que ce soit dans mon enfance, pour des raisons familiales ou même ensuite scolaire, les études. Aucun choix rattaché au cinéma et juste arrivé en Master 1, je me dis, j'aimerais bien faire un peu de cinéma, mais surtout apprendre à écrire, savoir comment les choses s'écrivent, comment les films se font, donc à partir de ce point de départ. Et je me retrouve à me dire,
tentons ce master de scénario, 2 ans, et dans lequel je me suis vraiment éclaté. Avec Clément, donc, parce qu'on se rencontre à ce moment-là, on se lance dans des projets. Et j'ai écrit un court métrage d'1 minute pour un pour le concours. Nikon, pour le mobile, le film mobile, festival, oui. ouais. Là, on est en 2013 et il fallait faire un film d'1 minute avec un téléphone portable qui devait marcher, et on se retrouve en finale. Et puis à remporter ce concours avec Clément, on avait coécrit, je l'avais réalisé avec ma famille, parce que je connaissais pas, bref. Oui, j'ai vu au générique, c'est que des renus-sons aussi. Oui, donc c'était vraiment un samedi après-midi tous ensemble, et ce film d'1 minute me permet, parce que je remporte une bourse de 15 000 €, je me retrouve à pouvoir faire mon premier court-métrage produit, puisque je rencontre une production derrière, qui s'appelle Après les cours. Et après, je fais un autre court-métrage qui s'appelle La nuit tous les chats sont roses. Et j'ai la chance d'avoir ces 3 films, 1 minute de silence, Après les cours, La nuit tous les chats sont roses, qui sont comme ça de 2013 à 2015, parce qu'ils se font vraiment un par an. 2016-2017, il y a les 3 qui tournaient un peu en festival. Donc c'était une chouette période parce que c'était des films de fiction. Et là, j'ai rencontré des gens qui faisaient du long. 2017-2018, je commence à écrire. Et je me lance avec Clément dans l'écriture des Survivants, qui a pris un peu plus de temps que prévu, parce qu'on a commencé à tourner en mars 2020. Donc un flair sur le timing, pas très flair. Et 10 mois d'arrêt, parce que je me retrouve à faire un film dans la neige. Oui. Et donc au moment où il y a le déconfinement, la neige a fondu. C'est un challenge de faire un premier film dans la neige. Un challenge dans la neige, et surtout en temps de pandémie, parce que 10 mois d'arrêt, on a été le film arrêté par la crise du Covid, qui a été le dernier à reprendre. Ce qui fait que la période de 10 mois a été très floue, très complexe à vivre, à gérer. Mais une équipe et des comédiens et des producteurs qui croyaient toujours autant dans le film, et quand on a redit action 10 mois après, je peux Ils étaient toujours présents, et il n'y a pas eu de changement de casting ou quoi. Et c'était surtout hyper émouvant, parce que pendant 10 mois, on s'appelait tout le temps, et on va le faire ce film, on va le faire. Mais vraiment, 10 mois, c'est entre une semaine de tournage et pour en reprendre 5-6 derrière. Ouais. Ça a été, et on a gardé la semaine qui a été tournée. D'accord. Donc voilà, et le film après s'est fait et est sorti cette année. Et parallèlement à tout ça, la proposition sur la saison 2 de 3615 Monique que l'on me propose de réaliser, parce que Simon Bisson, qui avait fait la saison 1, n'allait pas sur la saison 2, ne pouvait pas faire la saison 2. Et je me retrouve là sur un format très différent, du 10x26, avec là aussi, on aura l'occasion d'en parler, j'imagine, un rapport au temps, à la prépa, et donc au temps de tournage, la façon de travailler différente de ce que j'avais vécu jusqu'ici, en court et en long. Donc voilà, on a appris plein de choses ces 10 dernières années, et très heureux d'être là, vraiment. Donc toi, ton premier court-métrage réalisé, c'était le mobile qui a gagné le premier prix. C'était ta première expérience en réalisation. Alors, je parle moins d'un exercice d'école que j'ai fait juste avant, qui est vraiment mon premier plateau. J'arrive du coup à Paris en 2013 pour le master. Et je me souviens que l'école nous dit, comme vous êtes en formation au scénario, on va vous demander de réaliser un court-métrage pour vous rendre compte de ce qui peut évoluer du papier jusqu'au moment du tournage, avec des imprévus, et comprendre que ce que vous écrivez est fait pour être transformé à l'image. Et comprendre déjà très vite que ce que l'on écrit n'est que de la matière en mouvement, fait pour être tourné, fait pour être modifié même. Il n'y a rien de gravé dans le marbre quand on écrit un scénario. On ne fait pas de la littérature, on n'est pas là à chercher de la forme. C'est juste fait pour être tout le temps en mouvement, pour évoluer, pour être discuté, pour être amélioré. Et c'est ce que j'adore dans le scénario, c'est de se dire, de toute façon, on va le tourner. Et de toute façon, après, on va le monter. Il y a quelque chose qui fait que rien n'est figé. Et ça, je trouve que c'est un champ de recherche, faire un film ou ce travail-là, qui part du scénario une fois encore. Et je trouvais très chouette comme exercice. Sauf que moi, je venais de dire à mes parents, je vais faire un court-métrage, etc. Et je ne me voyais pas, parce que j'entendais un peu dans l'école des réactions qui sont tout à fait normales de on va faire le film entre nous, j'ai un pote comédien, tout ça. Et moi, j'étais tellement flippé de me lancer dans le cinéma que de rentrer et dire à mes parents, ouais, je fais un court-métrage, on va être un peu entre potes, tout ça. Ouais, j'ai trouvé un mec comédien qui... Je me suis dit, il faut que je trouve des gens qui font ce métier depuis longtemps, des comédiens professionnels, tout ça. Donc j'accélère un peu parce que je passe des coups de fil, des mails, je suis rentré dans une agence de comédiens un jour sans rendez-vous. J'ai fait des trucs vraiment, mais quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais
heureusement que je connaissais pas les règles, mais je sais que je le ferais pas aujourd'hui. Mais à l'époque, je venais d'arriver et je me disais, ce que je risque, c'est qu'on me dise non. C'est pas grave et autant foncer. Et si on me ferme la porte au nez, il y a une fenêtre là-haut. Ouais, mais ça peut être très intimidant de contacter des comédiens professionnels. Ouais, mais je me disais, j'étais un peu parti au début, moi, en me disant, j'ai toujours rêvé de faire ça. C'est un peu un rêve d'enfant. Donne tout. Et puis si ça marche pas, je sors d'une licence dans un cursus un peu plus classique. Et je le reprendrai si ça marche pas. Mais laissons-nous un an. Et je me rappelle que je passe des coups de fil, mais sur le tournage, la première actrice qui me dit oui, c'est Hélène Vincent, qui est une comédienne connue pour avoir joué Madame Le Quesnoy dans La vie est un long fleuve tranquille. Oui, d'accord. Qui après, ces dernières années, elle est tout le temps dans les Toledano et Nakash. C'est une actrice qui a une carrière dingue, qui a été surtout dans ses derniers grands rôles, je trouve, avait fait Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé. Elle a été nommée au César, c'est l'année où je la rencontre en fait. Et c'est vrai que de la rencontrer, parce que j'avais besoin d'une grand-mère qui jouait dans le film, qui avait une sorte de prestance, tout ça. Et oui, j'ai écrit à son agent voulait pas s'en foutait, tu vois, il y a un truc, pas d'argent, court-métrage étudiant. Et j'avais insisté, et puis, mais laissez-moi juste un déjeuner ou un café. Enfin, moi, juste lui parler du projet. Puis elle s'est retrouvée à dire oui. Et j'avais compris en faisant ce film qu'il y avait déjà un autre truc quand on fait un film, qui est plus loin de la direction d'acteur, mais c'est ce truc où on passe notre temps à essayer de convaincre des gens. Que ce soit des producteurs, des techniciens, des financiers et des comédiens. Les comédiens, quand on les rencontre, on voit bien que c'est un moment quand même, alors peut-être qu'ils ont lu le scénario, parfois ils le lisent pas, ils préfèrent rencontrer avant. Et on sent bien que c'est essayer de les emmener, pas dans un univers, mais dans une idée qui va être le film, et essayer de leur expliquer pourquoi et d'où vient cette idée, et comment on va la traiter, comment on va travailler. Et on voit bien qu'il y a quand même ce truc d'essayer de convaincre et de donner envie. Et je me suis retrouvé comme ça à parler à Hélène Vincent. Et puis il y a aussi d'autres comédiens qui sont venus, Vanessa Guide. Il y a un comédien qui s'appelle Henri Courceau aussi, qui est connu pour être un acteur de théâtre qui a eu un Molière pour sa carrière en 2010, je crois, et qui est surtout la voix française de Monsieur Garrison dans South Park. Donc moi, j'étais très fan de le rencontrer, très heureux. Et il y a aussi un autre comédien qui s'appelle Marius Colucci, qui est le fils de Coluche, qui a joué pas mal pendant plusieurs années, on remonte aux années 2010, mais dans les téléfilms d'Agatha Christie, cette série sur France 2. Mais donc, je dis ça et je cite ce qu'ils ont fait parce que moi, je me retrouve surtout à voir des gens qui ont eu un César, un Molière. Je me rappelle, mais la veille du tournage, je me disais, s'il est prise, ce que l'on fait, si ça ne marche pas, si je me dis, non, je me suis peut-être planté, c'est vrai que ça peut arriver, tout ce chemin de doute sur un tournage, comment je fais, moi, avec ma légitimité, la tête que j'avais vraiment d'ado presque, et être là à leur dire, les gars, on va la refaire, d'avoir la légitimité pour refaire. Et c'est vrai que ça me faisait peur de devoir diriger ces comédiens-là. Et en même temps, je me suis dit, je me suis mis dans ce challenge-là, on va faire le film. Ils sont venus. Pour rappel, tu n'avais jamais dirigé personne avant ça? J'avais jamais vécu un plateau, j'avais jamais vu une énergie de plateau. Je venais vraiment de l'école des making-of, parce que j'en regardais plein quand j'étais ado. Et puis, une sorte de bon sens, d'intuition qu'on essaye d'avoir sur un plateau quand on en découvre. Mais c'est là où je me suis dit, faire un film, c'est cette énergie, ces montagnes qu'on doit vraiment déplacer. Et donc, toute cette énergie, elle est dans le film. Et j'ai adoré découvrir le plateau, découvrir cette relation aux comédiens, découvrir ce challenge qu'il y a de comment, en fait, on arrive à donner aux autres. On en a parlé déjà, ils vont traduire ce que nous, on a en tête. Et comment eux aussi, ils vont avoir une liberté et des idées, parce qu'en fait, dans toutes les nuances d'idées, dans ce que l'on voit, les gens ressentent les choses différemment. Et ce premier plateau, quand j'y pense, c'est là où j'ai découvert aussi ce truc de... moi, je ne suis en fait pas technicien, je ne l'ai jamais vraiment été. Il y a plein de choses que les gens font 1000 fois mieux que moi, parce que moi, je ne sais pas le faire déjà. Et c'est un métier où on doit parler, communiquer, et essayer d'être le plus précis sur les choses que l'on va dire, parce que c'est là où, en plus, viennent les frustrations. C'est quand on sent, en fait, putain, mais j'avais ça en tête, j'imaginais ça, et c'est pas du tout ça. Et dans le pas du tout ça, c'est souvent, je crois, pas la faute des autres. C'est déjà nous, qu'est-ce qu'on leur a dit, à quel moment, est-ce qu'on a eu le temps pour leur dire, comment on s'y est pris. La prépa devient un temps extrêmement important pour un projet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont annoncées en prépa, où on a moins le temps sur le plateau quand même de modifier les choses, et si on le fait, c'est un peu à ses risques et périls pour rentrer la journée.
Et donc, j'ai ressenti ça, que ce que je disais, les autres allaient le traduire. Et ça, j'ai adoré aussi voir des gens, en fait, d'une énergie se soulever pour faire en sorte que ce que j'ai dans la tête existe. Il y a quand même, c'est fou à voir, cette énergie où on a commencé seul dans son coin à écrire une idée. Et moi, ça m'a même marqué. Et donc, j'ai adoré aussi cette énergie collective. Et le seul truc où je me sentais, non pas à l'aise, mais où je me disais, là, la technique, elle est très variable, elle dépend de plein de subjectivités, elle dépend de quel lien on tisse avec les comédiens. L'endroit où je me suis senti, où je me suis dit, la cerise sur le gâteau, c'est cette partie-là, c'était travailler avec les comédiens. Parce que je trouve que c'est là où ça m'appartient, au sens où c'est ma responsabilité. Sinon, je me dis que quelqu'un qui est là et qui ne sait pas parler à ses comédiens, ou qui ne sait pas quoi leur dire, ou qui les laisse... Ça a dû m'arriver des fois, mais c'est quand même là où on doit un peu assurer. C'est quand même ce qui définit en premier, je trouve, avec la mise en scène et cette vision-là, mon poste de réalisateur. Je pense que sur ce film-là, la confiance déjà en plus que ces comédiens-là m'ont donnée, ils se sont laissés diriger. C'est pas moi qui les ai dirigés, ils se sont laissés diriger, j'insiste, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes carrières. Donc j'ai senti qu'il y avait une forme de bienveillance, ils me laissaient me planter aussi, ils me laissaient... je sais que j'ai dit des choses que jamais je ne dirais parce que je ne savais pas. Quoi, par exemple? Je pense que c'est la première erreur, je pense qu'on fait tous, sans doute, c'est de ne pas laisser, justement, je parlais de liberté, qu'est-ce qu'on laisse aux autres, c'est de ne pas laisser la place pour que le comédien existe avec le personnage. C'est parler du personnage, dire t'es comme ça, etc. Et en fait, j'ai, avec le temps, compris que nous, on faisait que 50% du chemin, réalisateur, et à tous les endroits. Ça va aussi avec ce que je disais, avec la collaboration, cet esprit-là. Et je pense qu'il faut laisser et accepter qu'il y a 50% que l'on ne fait pas et qu'il ne faut pas faire. Le film, à la fin, il faut se rassurer, il y aura toujours réalisé par ou un film 2. Voilà, l'ego, il faut le mettre, ça va. Et puis à un moment, on porte le film, en promo, on est là, on se met... Sauf si c'est très mal passé, le réalisateur existe, ça va, ou réalisatrice. Parce que je vois, quand je dis ça, ils sont paniqués, mais non, c'est ton film, machin. Ouais, mais chacun fait comme il veut. C'est juste que dans ce chemin-là, j'ai ressenti ce plaisir-là de voir en fait quelqu'un aussi, et quand on parle de conviction, de faire en sorte que les gens viennent dans notre monde et travailler avec nous, c'est... leur dire, en plus, il y a toute cette place-là et elle est pour vous. Parce qu'au costume, faites des propositions, proposez. Je pense que Denis Ménochet, on a parlé des heures et des heures du métier et il me disait ça, que je pense qu'il a vécu, donc là c'est classe comme name dropping de sa part parce qu'il a eu la chance de bosser avec Tarantino, mais qu'il a vu ces moments où en fait, il est là sur le plateau et en fait, tout le monde fait des propositions. Et que la force aussi d'un réal, c'est de faire ressortir la bonne proposition et de la reconnaître et chez qui elle est. C'est être capable, voilà, de laisser les gens en fait participer au projet. On fait pas le film tout seul. Et c'est même pas déléguer, c'est même pas ça j'ai pas le temps de le faire. C'est juste, c'est normal, il faut déléguer. Et avec les comédiens, comme c'est l'existence à la fin, voilà, le comédien est là parce que le personnage existe. Puis c'est la première chose qu'on filme avant un décor, on filme un personnage. Donc c'est sentir que le comédien doit créer le personnage. Et nous on lui donne tout ce que l'on a, tout ce que l'on peut, mais le comédien derrière crée ses 50% restants avec son expérience, son parcours de vie, les tournages qu'il a fait avant. Et d'ailleurs, ça, les tournages que les gens ont fait avant, c'est hyper important de le prendre en compte parce que quand vous avez aussi des techniciens ou comédiens qui se sont retrouvés à avoir une expérience très négative ou très dure, on sent que c'est de l'énergie de remotiver les gens et de leur redonner confiance aussi dans ce métier ou sur un plateau ou tout ça. Donc c'est partir de tout ça et dire à un moment aussi c'est toi qui le crée, c'est toi qui parles. Et je trouve que l'acmé un peu de tout ça, c'est ce qui se passe sur un plateau, c'est ce rapport aux actions. Ça c'est une micro-théorie que j'ai où on croit que c'est là où parce qu'on parle beaucoup de pouvoir sur un plateau, et quand je dis pouvoir, c'est pas un grand mot, c'est qu'en fait, il y a une forme de hiérarchie de l'information, il y a une forme dans l'exécution où en fait, il y a des décisions qui doivent être prises rapidement. C'est pas un gros mot, après certains le gèrent très mal, d'autres
savent qu'ils en ont et le dispatchent. Enfin voilà, c'est juste, il y a un moment, comment on fait pour que les choses existent. C'est juste qu'il y a quand même un rapport à l'information, à la direction. Enfin, qu'on parle de direction d'acteurs aussi. Mais ce qui est étrange, c'est que je pense que beaucoup, et moi je me dis que le action, c'est quand il est clamé, quand il est prononcé sur un plateau, c'est le moment où le réal, voilà, il a dit action et tout le monde se tait et c'est parti. Et c'est celui où on se croit bizarrement que c'est là où on a le plus de pouvoir, donc parce qu'on dit action, il y a le silence et la scène existe, ce qu'on a écrit existe sous nos yeux. Et en fait, étrangement, je pense que c'est là où on a le moins de pouvoir et il faut reconnaître qu'à ce moment-là, c'est là où on abandonne le film. Et quand je dis qu'on l'abandonne, c'est que tout a été vu en prépa, discuté, on peut couper pour reprendre, mais l'action doit être un moment où il appartient aux autres. Parce que ce qui a été fait en déco, au costume, ce qui est fait au son, ce qui est fait en machinerie, ce qui est fait... nous, on est juste là à regarder. Et on est spectateur, on est passif à ce moment-là. Et il faut se dire que, moi je trouve ça merveilleux que ce moment-là, c'est tout ce que j'avais dans la peau, dans ma tête, dans ce que je porte depuis des années, et allez-y, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est le point de départ, là aussi, de la direction de comédien. Parce qu'à ce moment-là, ça appartient aux comédiens. Il faut protéger ça. Et c'est là où je pense que beaucoup arrivent, c'est là où on parlait de frustration, de colère, de « mais c'était pas ça », etc. Ouais, mais c'était pas ça, mais c'est pas toi qui l'as dit. C'est pas toi qui l'as décoré, alors peut-être que... Voilà, c'est toujours ça de qu'est-ce que tu as dit, toi, en amont, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver aussi à cette déception. Et je me rends compte, moi, que j'ai toujours été, quand on me pose la question, est-ce que tu as fait ce que tu voulais ? Est-ce que c'est le film que tu voulais faire ? Et même en série, quand on se retrouve à voir... j'ai jamais eu cette frustration de oh là là, on s'est planté totalement, enfin jusqu'ici, parce que je pars du principe que c'est les autres qui l'ont fait. D'accord. Donc... Et ça, je trouve ça trop chouette. Et je trouve ça trop chouette d'être derrière, en recul, où moi, en fait, c'est ce que j'imaginais. T'as pas des idées très arrêtées sur un personnage, sa façon d'être, sa façon de parler, sa personnalité. Ça, c'est quelque chose que tu vas laisser aux comédiens en termes de choix, en termes de décision, ou alors est-ce qu'au contraire, tu peux avoir une idée, mais une fois que tu castes des comédiens et des comédiennes pour ces personnages-là, tu lâches prise sur les idées que tu te faisais de ces personnages. Ce vers quoi, une fois encore, selon moi, il faut tendre, c'est de se dire, dans un scénario, pour que ce soit financé, quand on en parle, quand on parle du film, quand on parle aux techniciens, il faut quand même donner l'impression, si ce n'est, pas faire semblant, mais en tout cas... voilà le film que je vais faire, voilà là où je veux emmener le projet, voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet, voilà pourquoi je le traite de cette manière, et voilà comment je veux qu'il soit aussi distribué, parce qu'à un moment ce film il existe en salle, il y a déjà un peu toute cette pensée du voilà le film que je veux faire et pourquoi. Et après, c'est se dire que heureusement qu'il y a plein de gens qui vont faire des propositions. Et moi, en fait, elles servent le film. Elles sont là pour hisser le film. D'arriver à dire non, c'était ça, en fait, non, c'était pas prévu, etc. Alors, bien entendu que ça arrive et qu'on peut ne pas être d'accord. Mais ce que je pense, c'est se dire, il n'y a rien de plus beau que de voir des gens s'emparer du film. Pour le comédien, je pense que, ou la comédienne, c'est pareil. C'est, j'arrive là et moi, je veux faire des propositions. Je veux aussi créer le personnage d'arrivée. C'est pas des marionnettes, quoi. On n'est pas là... Et je pense qu'il faut lâcher prise un peu là-dessus et se dire que ça peut être vraiment bon pour le film. Et même sur des comédiens avec beaucoup moins de formation, c'est leur dire, toi, comment tu vois le personnage ? Déjà, essayer de parler avec eux. Moi, je sais que, par exemple, Denis, quand on a préparé le film, un soir, j'ai reçu des dizaines de pages de la vie de mon personnage. J'ai adoré. J'ai adoré sentir qu'il crée le personnage, de le voir en train de créer le personnage. Et c'est pareil, par exemple, et ça a à voir avec le fait de ne rien figer. C'est pas parce qu'en fait on donne l'impression en commission, à l'avance sur recette, que le film ça va être ça, que le film il est figé. C'est pas antinomique, c'est pour le moment il est comme ça et c'est ce vers quoi c'est une sorte de mosaïque un peu floue, un film c'est une sorte de tableau impressionniste, encore plus impressionniste que le rendu final. Donc il y a quelque chose de sensation. Et pendant que l'on travaille et que l'on explore le film, il y en a qui se précisent, il y en a qui sont rejetés, il y en a qui... je parle des Survivants parce que c'est l'expérience la plus dense que j'ai eue. Ça devait être un film qui tendait vers un film de traque à l'écriture.
Ça s'est de plus en plus confirmé en prépa, pendant le tournage, pendant les choix de mise en scène, sur les journées de tournage, au montage. Et parce que ce fil-là, c'était une sensation qu'on avait déjà à l'écriture, que si on faisait un film sur des gens, des réfugiés donc, qui sont sans cesse traqués, faisons un film de traque, ça s'est vraiment confirmé dans toute l'évolution du projet, mais c'était déjà là. Et je pense que les sensations que l'on a sur le projet, on doit les partager, et d'autres vont vous amener d'autres couleurs, d'autres choses. Et c'est ça qui fait la richesse d'un plateau, en fait, tout simplement. Moi, mon cauchemar, alors là, ça fait un peu séance de psy, mais mon cauchemar, je l'ai fait plein de fois avant des tournages, c'est moi qui suis tout seul sur un plateau, avec des comédiens. Il y a un truc de je suis là, et il y a un peu un côté d'ailleurs où j'entends, mais je sais pas trop qui me le dit, etc. Mais vas-y, démerde-toi, Guillaume. Démerde-toi, vas-y, fais ton film. Et je suis là, je suis en panique, je sais, quand je me réveille, oh mon Dieu, ça s'est pas passé, etc. Ça va aller, putain, demain, ça, j'ai plein de gens avec moi. Il y a un truc est-ce qu'il y aurait rien de pire pour moi que de faire un film de cette façon? Enfin, je sais pas si c'est possible d'ailleurs. Et l'autre chose, c'est que quand on est en train de tourner, bon, ça, c'est très large, on peut aussi approfondir, mais quand on est avec des comédiens et qui disent le texte qui a été écrit. Moi, je sais que j'ai une forme de frustration parfois quand le scénario, comme je l'ai écrit, moi, j'évite d'avoir le scénario avec moi, de regarder tout le temps. Parce que je l'ai suffisamment lu, parce qu'il y a plein de choses qui me restent, etc. Mais je sais que si c'est pas la ligne de texte, en fait, si c'était la ligne de texte telle qu'on l'avait écrit, je sais qu'il y a des réals qui sont comme ça, je sais qu'il y en a qui sont carrément à dicter, qui sont très bien, chacun sa façon de faire. Ça rend pas les films moins bons, parce que c'est ça, quand même, le résultat. C'est que tout ce que l'on dit là, ça rend pas le film meilleur ou moins bon. C'est juste une façon de travailler, c'est une méthode, c'est comment chacun essaye d'obtenir ce qu'il a en tête. Et ce que je me dis, moi, c'est que quand je sens que ça m'est déjà arrivé de voir un comédien un peu stressé arriver, ou une comédienne, et je devais dire ça, ah non, c'était pas le mot. Ben non, mais c'est pas grave, là, il y a un truc où tu joues pas. Parce que si tu penses au texte, c'est que faut que toi, le personnage, si ça sort comme ça, parce que tu devais le dire à ce moment-là, tu devais le dire, parce que rien n'est figé une fois encore, et donc ça devait être dit, ce moment-là, parce que le comédien a fait ça, parce que juste avant, il s'est passé ça. Toi, dans tout ce que tu viens de nourrir d'un coup, sur un temps très spontané et très tenté, ça devait sortir comme ça. Et derrière, si un comédien, moi, je le vois faire, je suis direct, réagit, c'est qu'en fait, il n'était pas dans la scène. Ouais. Il n'était pas dans le personnage, il était sur un plateau de tournage. Et faut oublier d'ailleurs tout ça. Il y a un truc de circonstances imaginaires, une petite formule que Denis disait souvent, dans lesquelles le personnage se met et qui doit nous donner l'impression que c'est réel. Et puis moi, mon souci, c'est que les gens y croient. Donc de sentir que quelqu'un, en fait, sait qu'il est sur un plateau avec une forme de technique, de ce texte-là, tac, machin. Parfois, ça sort très bien et ça marche très bien. Mais c'est vraiment cette réaction ou par exemple, un truc qui n'est pas prévu sur une scène, un personnage qui tombe, sauf si ça devient grave et qu'on se rend compte des fractures du tibia, le gars derrière au combo, moi je vais pas dire non, c'est bon, c'est dans la scène, c'est débile. Mais si par contre une chute, un truc, quelque chose d'imprévu, un accident, un incident. Et je pense qu'au fond, je ressens que c'est ça que je recherche. D'accord. C'est ce moment en fait, putain, c'était pas du tout prévu. C'est ce matin quand on s'est levé, mais qui aurait pu nous dire que c'est ce qu'on allait mettre en boîte? Et ça marche en plus, et ça vient même insister sur quelque chose dans le scénario. C'était là en fait, c'était là. Et c'est ça qui est hyper excitant dans ce lâcher-prise dont tu parlais toi tout à l'heure. C'est ce lâcher-prise dans lequel on se dit, peut-être que c'était en fait souterrain. Et parce que justement on a laissé la place aux autres, c'est eux qui l'ont révélé. Et je me suis déjà rendu compte que parfois il y avait des idées souterraines que j'avais en tête, mais qu'il vaut mieux ne pas dire aussi. Parce que ça casse beaucoup de choses. Et d'essayer de mettre sur le chemin de l'idée souterraine que l'on avait, cette sorte de sous-texte, de choses qui n'a pas besoin de mots pour être dit, mais qui va être dit dans un geste, quelque chose, d'arriver à aller atteindre ça. Alors là, je pense que c'est quand on se couche le soir, on se dit, la journée, on a fait ce qu'il fallait. Enfin, en tout cas, on a essayé de faire ce que l'on avait en tête et surtout de rendre le scénario encore plus dense, plus fort, quoi. Et ça se traduirait comment quand tu dis que tu vas insuffler des idées des idées souterraines que tu pouvais avoir? Comment tu vas réussir à les insuffler sans
sans les imposer aux comédiens et comédiennes? Si tu as des exemples concrets. Dans les exemples concrets, je crois beaucoup à l'État pour le coup. Alors, la première chose, c'est quand là, on est vraiment sur des relations au cas par cas. Déjà avec ses techniciens, avec ses producteurs, avec tous les gens qui nous font confiance pour que le film existe. Et après, il y a déjà essayer de comprendre comment la personne en face travaille. Il y a des comédiens, moi j'ai plein de façons, mais j'ai l'impression de faire en sorte d'adapter un peu à chaque comédien ce qu'il a pas besoin pour jouer, mais il y a des histoires de personnalité, il y a des histoires de réception, d'émotivité, enfin voilà, il y a plein de choses. Et ça m'est déjà arrivé de sentir que ce comédien-là, ça va super bien marcher, d'être toujours, je sais pas, être très proche de son oreille, murmurer, l'isoler, pas dire devant tout le monde les choses. Enfin, voilà. Il y en a d'autres, ça doit être un peu plus sec, un peu plus, et ça dépend de la scène aussi, mais c'est pas non plus rentrer dedans. Mais c'est quand je dis sec, c'est quelque chose de plus lapidaire, efficace, des mots. Il y en a d'autres où ça va être, ça suffira de parler de la scène d'avant, de toujours être dans, parce que je ressens en fait que chacun a besoin de ça. Quand on comprend, et je pense que c'est une discussion que moi j'ai avec premier assistant, script le soir, préparer une journée du lendemain ou en prépa, c'est pas juste un plan de travail et du découpage. C'est rediscuter aussi de lui, il y a un truc qui coince, deuxième jour, troisième jour, on se rend compte que on est moins bon ou que aujourd'hui j'ai pas réussi à être précis. On en parle avec la script qui est toujours à côté, qui est vraiment sur la continuité du film. Moi c'est des script et premier assistant, c'est des gens sur qui je m'appuie beaucoup parce que ils font le film avec moi. Et c'est eux qui ont le plan de travail, le découpage, la mise en scène. Oui, la continuité. Et je rajoute même le chef-op. Et alors après le chef-op, c'est juste que j'aime les chefs-op qui filment des comédiens. Au sens où il y a des chefs-op qui filment. Voilà, ils ont beaucoup en tête et ça les rend pas non plus moins bons. Enfin, l'image peut être super et le jeu super. C'est juste que j'aime les chefs-op qui se disent « Ah non, mais je filme un comédien, avant tout. » Et donc, si j'ai un flair là, etc., que si lui, ça le rend en panique et qu'il oublie qu'il filme un monologue à ce moment-là ou je sais pas quoi, c'est que oui, il peut le régler, mais la priorité, c'est quand on parle avec un comédien, avec un chef-op, si on va le voir et qu'on lui dit comment ça a été, etc., t'as cette prise, et qu'il dit « Attends, j'ai un problème là avec... » Parlons déjà de ce que tu as filmé. Est-ce que tu trouves qu'il était bien dedans? Enfin, j'aime les chefs-op qui sont aussi proches des comédiens, de cette façon-là, artistique, qui sentent que là, je le sentais pas dedans, ou là, peut-être qu'il faut aller chercher ça. Ça, c'est des super chefs-op, parce qu'en fait, on se rend compte que, ok, ils filment des comédiens. Et après, s'ils font une très belle lumière avec, c'est parfait. Donc, c'est cette recherche d'état, se dire comment la personne, en fait, aime travailler, de quoi elle a besoin, et donc, c'est s'adapter à la personne. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive dans un dialogue un peu plus chaleureux et puis aussi où on se comprend. Plutôt que, je pense qu'il n'y a rien de pire que d'aller contre. Alors on aura beau dire, il y a des gens qui peuvent fonctionner à l'orgueil, qui peuvent fonctionner au rentre-dedans, etc. Je ne sais pas si c'est les meilleures façons de faire, parce que certes, on obtient quelque chose, mais je ne sais pas si la santé mentale du comédien derrière, quand il rentre le soir, qui se dit « Ok, on a provoqué ça de cette façon », il y en a pour qui ça peut fonctionner. Je pense que une fois encore, voilà, c'est pas la meilleure chose et que on peut obtenir des choses sans être dans l'opposition et que c'est plus intéressant pour tout le monde et pour l'ambiance du plateau de sentir qu'on obtient quelque chose dans une forme de chemin qu'on trace main dans la main, pas dans un truc où on se pousse quoi. Et c'est pas évident parce que certains parfois c'est normal, il y a toujours aussi la crainte, il y a le stress. Il y a l'opposition, après voilà, c'est gérer aussi toutes ces émotions et tous ces comportements-là sur un plateau. Un facteur humain dans un film qui est colossal. Mais je crois plutôt à ça. Donc il y a cette recherche d'état et de comprendre comment est l'autre. Et derrière, pour la recherche de l'état, moi je sais que... alors c'est plein de petites choses, alors là c'est un peu des secrets de plateau, mais... je pense qu'en fait, il faut jouer aussi avec une sorte un peu de fond et de forme, mais de trucs de sens. Ça m'est déjà arrivé, je sais pas, par exemple, un personnage qui... ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire lire à quelqu'un qui doit jouer une scène, un truc qui n'est pas du tout dans le scénario, et ça apparaît une sorte de lettre que deux personnages se sont envoyés, ou de textos, le concernant. Parce qu'en fait, je trouve que la direction d'acteur, elle est passionnante quand elle se fait sur le off du film, sur le hors-champ.
Je me demande, moi, parfois, par exemple, quand on est en train d'écrire et qu'on se dit, on sent que ça, c'est une fin de journée, dans la continuité du film, et que le lendemain, on met une nouvelle séquence, intérieur jour, machin. Et ce off de qu'est-ce que le personnage s'est dit quand il s'est couché. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Pour justement, le lendemain, il faut que ce soit cohérent. Et moi, il faut que je sache ce qu'il s'est dit le soir. Ou alors en parler avec les comédiens. Mais quand je sais que je tournerai cette scène-là, je ne vais pas forcément parler de ce qu'on aura tourné avant ou de ce qu'il y a avant dans le scénario. Je vais essayer de lui parler aussi de tout ce off, de tout ce hors-champ. Hier soir, tu t'es dit ça peut-être à table. Sur le chemin pour aller dans cette scène, tu t'es dit ça. Et c'est déjà en fait jouer avec tout ce hors-champ. Et donc le hors-champ, il peut être très 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 vaste. Oui. Et donc ça m'est déjà arrivé d'avoir comme idée, ça, faut que je lui fasse écouter un message vocal qu'il aurait reçu d'un personnage. Donc je rappelle le comédien qui joue le personnage et je lui demande de m'envoyer un message vocal et de lui faire écouter. Donc juste avant, tiens, il y a ça. Il y a des courriers, des textos, des choses où, si j'ai les comédiens sur place, de les rappeler, s'ils sont là et qu'ils veulent bien. C'est pas de donner la réplique, mais par exemple, ça m'est déjà arrivé entre deux comédiens, que l'on ait deux qui discutent à côté pendant les blancs de leur dialogue de ce qu'ils voient. Alors, sur la scène, il fallait que ce soit dur. Donc, ils ont envoyé des trucs de « Oh, t'as vu comment elle est ?» etc. Et donc, du coup, ils entendaient ce que pensaient les autres tout en jouant. Et c'est plein de petits trucs de essayer, en fait, d'avoir quelque chose pour le comédien le concernant d'un peu omniscient, parfois. Et qu'il soit conscient de tout ce qu'il n'y avait pas dans le scénario. Et parfois, ça donne des choses, quand on doit être sur des scènes de colère, des scènes d'émotion, etc., dans lesquelles, via la surprise, le personnage peut aller puiser. Ou faire écouter des musiques, par exemple, ou alors parler aux comédiens avec une oreillette, des trucs, mais sans leur dire le texte, juste des choses... Pendant la prise, tu veux dire? Alors, pendant la prise, il y en a qui aiment, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Donc je trouve que ça dépend du comédien. Là, dans ce cas, tu as une conversation avec eux et tu leur proposes? Oui, ça peut être chouette sur juste des scènes, par exemple, qui ne sont pas dialoguées, des sortes de feeling à avoir, à ressentir, de parler en même temps, de dire des choses. Mais je crois un peu à juste avant la prise d'une surprise où, voilà, tiens, juste lis ça. Je me souviens sur 3615 Monique, quelque chose qui avait... pour la prise bien fonctionner, c'était juste pour un échange de regards entre deux comédiens qui ont une sorte d'histoire d'amour impossible, leur dire, un personnage féminin, donc histoire d'amour impossible, et le personnage masculin, en fait, avait écrit une sorte de lettre qu'il n'a pas réussi à lui donner et qu'il a jetée. Et donc, mais c'était pas dans le scénario, c'était juste... et moi, j'en avais discuté avec... le comédien, une fois, on s'était dit... c'est lui qui m'avait dit, d'ailleurs. Il m'avait dit, je pense que... moi, je lui ai écrit une lettre entre ces deux scènes et que je lui ai jamais donnée. Et il me dit ça en prépa. Et au moment du tournage, la veille, j'y repense en me disant comment on va gérer la journée du lendemain. Et je vais le voir, la lettre que tu as écrite. T'sais. Puis lui, je m'en souviens bien. J'aimerais bien que tu me la donnes. Et il me la donne. Et quand il me la donne chiffonnée. Parce qu'il me dit, je l'ai jetée. Donc moi, je récupère la boule, et juste avant la prise, où c'était juste pour un raccord regard, un échange de regards entre deux, qui signifiait justement une sorte d'histoire d'amour impossible, et donc il fallait un peu de larmes, et aussi parce qu'en fait, arriver, la scène, je sais que pour le spectateur, il faut qu'il voit des larmes, il faut qu'il voit un sourire. Mais arriver et dire ça, c'est là où on parle vraiment, je pense, de direction d'acteur, moi, je suis pas là pour dire, bon, je veux un sourire et je veux des larmes. Non, tu dois nourrir l'histoire derrière. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un comédien de putain, il me faut des larmes. Okay, très bien, chaud les gars, chaud. Et je pense qu'il n'y a rien de pire. Par contre, arriver, et c'est là où alors c'est un peu souterrain justement, parce que c'est d'arriver et dire juste, tiens, lis cette lettre. Et moi, à partir de cette lettre, voir ce qui se passe. C'était Paul Scarfoglio qui joue dans 3615 Monique qui l'avait écrite, et Stéphanie, du coup, jouée par Noémie Schmidt. Et Noémie, elle lit le mot, et elle voit, et quand elle fait ça, puis on avait cadré juste ici, parce que je me dis, elle allait baisser. Et je me rappelle, en plus, on n'était pas trop en place et tout. Et là, c'est le genre de moment où c'est pas grave. Le spectateur, on est sur un plan très serré. Bref. Vraiment, quand elle fait ça, je sais que je panique. Et je dis, il y a un truc qui se passe chez elle, etc. et elle a joué avec ça. Et il y a une sorte de sourire qui apparaît, et des larmes dans les yeux, et un truc, je sais pas. Et là, je me dis, ça fonctionne. Parce que, et on l'obtient parfois plus rapidement que si on disait,
des larmes. Je pense qu'il n'y a rien de pire de dire à un comédien, voilà ce que je veux. Dans le sens de l'émotion. De dire, là, tu dois être en colère, là, tu cries, là, machin, etc. Je pense qu'il faut toujours être dans un contexte. Et ce contexte, on doit le nourrir. Soit du hors-champ, soit de surprise, soit des choses, et des idées comme ça qui viendraient aider aussi, qui viennent nourrir le jeu. Et je pense qu'il y en a qui en ont besoin plus que d'autres, parce que ça m'est déjà arrivé de voir des comédiens très techniques, où en fait ils savent que parce qu'ils ont lu le scénario et qu'ils ont surligné en jaune le personnage pleure, tac, boum, les larmes. Et là on se dit, oh, ok, très bien. Et puis moi je me dis, oh, j'ai pas le temps de faire mon truc. Mais oui, mais bon, chacun, et d'autres qui ont... alors par contre dans la technique ça peut sortir vite, et par contre c'est dur à répéter. D'autres qui une sorte d'état qui va être trouvé assez vite et qui vont réussir à conserver, mais pendant 3 heures. C'est très étonnant. Et il y en a qui sont très organiques, qui sont, ça vient vraiment du beat, d'autres qui sont, c'est un peu plus cérébral, d'autres qui se servent de ce truc cérébral pour que ça descende vers les tripes, d'autres qui pendant la prise, parce qu'ils se mettent à douter, font un chemin inverse. Et là c'est compliqué, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de réfléchir à ce que, quand on joue, d'être un peu conscient de ce que l'on dit. Et c'est ce truc par exemple de dire à un comédien... Alors, il y a beaucoup de choses que je dis en plus qui viennent et que j'ai compris parce que je travaille avec plein de comédiens merveilleux, mais je sais que je mets Denis Ménochet à un endroit parce que je trouve que c'est un comédien hallucinant. C'est compliqué pour un comédien, par exemple, de dire, je sais pas, on est à la 7e, 8e prise et de dire ah mais il y avait un truc dans la 3e qui était bien. C'est vrai que c'est très déstabilisant pour quelqu'un qui est en train de proposer, qui recherche. Et donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose, je ne dis pas que c'est à proscrire tout ça, si le comédien s'en souvient, tant mieux. Il y a une anecdote que j'aime bien de Christopher Nolan. À un moment, il va voir Al Pacino et lui dit « J'aimerais bien que tu fasses ça, etc. » Qu'il lui parle vraiment d'une émotion, un truc précis. Et Al Pacino lui dit « Tu l'avais à la 3e, ça, je te l'ai fait à la 3e. Ce que tu me dis là, je l'ai fait à la 3e prise. Donc tu l'as. » Bref, chacun après son historique de prise. Mais voilà, c'est bon, on dit plein de choses et c'est un peu... J'espère pas trop pêle-mêle, mais c'est comment laisser la place que mérite un comédien d'avoir. J'aimerais bien rebondir sur le casting, parce qu'à chaque fois, tu as des comédiens et comédiennes qui sont tous plus géniaux les uns que les autres. Tu as bossé, même pour ton court-métrage La nuit, tous les chats sont roses, tu as eu Loïc Corbery de la Comédie Française, Roxane Durand, qui est une actrice exceptionnelle. Enfin, en fait, pour chacun, même de tes premiers courts-métrages, tu as un casting en or. Comment ça se passe en casting avec les comédiens et comédiennes ? Est-ce que tu as des idées précises des comédiens et comédiennes avec qui tu as envie de bosser ? Ou alors, en casting, qu'est-ce que tu attends des comédiens ? Comment tu bosses ? Est-ce que tu as une méthode de casting ? J'ai cru comprendre que tu bossais pas mal en impro. Et est-ce que tu peux nous révéler un peu tes petits secrets de casting ? Là aussi, les castings que j'ai faits, quand on en avait, parce que parfois c'est des idées que l'on a en amont, et donc c'est surtout un comédien, par exemple Denis, c'était quand je l'ai rencontré, je l'avais en tête, je rêvais de bosser avec un comédien comme lui, un comédien en tant que spectateur, où je me disais, ah mais lui, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois, et puis d'une densité, d'une profondeur, une forme d'authenticité aussi. Donc j'avais Denis en tête, et quand je le rencontre, on a passé 3 jours ensemble. Ça a été ça. Je l'ai rencontré, avant qu'il lise, il a lu, et là il m'a dit je suis à Londres, tout ça, est-ce que tu veux venir passer du temps avec moi pour parler du film ? On a passé 3 jours tous les deux, et on a fait que des lectures chaque jour du film. Le scénario, tous les deux, face à face, on lisait le scénar, on s'arrêtait sur des scènes. Et c'était surtout pour voir la façon dont on travaillait ces 3 jours. Est-ce que l'un comme l'autre, on avait, après ces 3 jours, toujours envie ? Donc je pense que, en tout cas, moi, c'était un grand oui. Et lui aussi a dit oui après ces 3 journées, donc tant mieux. Donc voilà comment s'est fait la rencontre. Mais après, en casting, on essaye de s'adapter aussi autant que l'on a. J'ai découvert, moi je ne l'avais jamais fait, mais pour la série, j'ai trouvé ça horrible. Enfin, horrible, c'était déjà très bien organisé parce qu'on l'a fait avec les moyens et le temps imparti. Mais j'ai trouvé ça très frustrant, même pour moi, donc j'imagine pas pour les comédiens. Comme il y avait plein de petits rôles, j'ai eu beaucoup de tapes que l'on envoie, où les gens font des self-tapes, là où ils envoient, c'est chez eux ou ailleurs, enfin je sais pas, donc c'est horrible de choisir là-dessus déjà, enfin je trouve ça très dur, parce qu'il n'y a pas de rencontre, mais en même temps on n'a pas le temps, donc il faut faire une sélection, puis après on les rencontre en vrai, 3-4 qu'on garde sur un rôle, et on a fait, je sais pas, 7-8 rôles sur une journée où j'ai enchaîné, j'avais l'impression, un peu l'usine pour le coup, et eux ils arrivent, ils ont 15-20 minutes, on parle du personnage, de la scène, ils jouent.
Donc je sais que je trouve ça vraiment pas évident et à chaque fois je me mets surtout à la place des comédiens de me dire je suis là, j'ai que 15-20 minutes, je repars, ils se connaissent tous en plus la plupart du temps. Parce que dès qu'un personnage est sur une même génération, enfin je sais pas, un personnage qui a une trentaine d'années, la plupart du temps les comédiens se connaissent, ils se croisent, ah t'es là, enfin bref, pas évident, je trouve ça à gérer. Donc là, on essaye quand même de parler du personnage, de prendre du temps, mais il y a quelque chose qui est réduit à l'efficacité. Donc là, on est un peu pris par le temps imparti, et on essaye de bien faire quand même. Après, sur mes courts-métrages, alors Loïc, par exemple, je l'avais en tête, t'en as parlé, parce que je l'avais vu à la Comédie Française et que pour jouer le rôle de Lola, je voulais quelqu'un qui soit très à l'aise avec son corps, qui ait quelque chose de même chorégraphié, très élégant dans les mouvements. Et Loïc, je l'avais vu dans une pièce un peu par hasard. J'étais allé à la Comédie Française voir Trollus et Cressida et lui, il jouait un personnage là-dedans très simiesque. Il était torse nu sur scène, il était hyper à l'aise, ça m'avait marqué. Et donc je m'étais dit, oh, mais lui, il serait parfait. Et donc je lui avais écrit, c'était passé par son agent et on s'était rencontrés. Donc là, c'est pas vraiment du casting à proprement parler, au sens où on recherche quelqu'un et on fait plusieurs essais et tout ça. Là où je l'ai vraiment vécu, c'est sur le rôle de Chéré dans Les Survivants, parce que on se disait qu'on avait envie d'un visage que l'on ne connaissait pas pour jouer ce personnage, cet Afghane qui a fui son pays, traversé plusieurs continents, qui arrive au pied des montagnes, dans les Alpes. Et on a fait un casting qui a eu plein de propositions, une dizaine de personnes retenues à la fin. Il y avait des choses hyper intéressantes, mais ce qui était marrant à observer, enfin marrant, intriguant, mais en même temps je le comprenais, c'était que il y avait pas mal pour jouer une réfugiée, pas mal de comédiennes qui avaient des origines qui pouvaient correspondre au rôle, mais qui avaient grandi à Paris ou qui avaient grandi ailleurs, mais qui avaient une vie assez classique ou confortable, je sais pas, mais en tout cas quelque chose d'occidental. Et quand je dis ça, c'est parce que il y avait ce regard que l'on peut porter sur les réfugiés. Comme on les voit toujours abattus, très fragilisés, et c'est normal avec le périple qu'ils vivent. Mais il y avait quelque chose, le mot est fort, mais je ressentais une forme de misérabilisme dans le jeu, de quelque chose de... Voilà, je pense que c'était une forme de posture, de pas vouloir se faire voir, etc. Alors bien entendu, je le traite comme ça dans Les Survivants. Il y a un truc où il se cache, traqué, dans les montagnes. J'y suis allé, on a l'impression de voir des ombres, une sorte de fantômes comme ça qui hantent les vallées. Ce que j'ai essayé de refaire à l'image quand on les voit dans la nuit comme ça passer. Mais il y avait un truc qui manquait à chaque fois. C'était une forme de... Dans le même temps, parce que moi j'avais fait beaucoup de courts-métrages avec des réfugiés dans des assos, tout ça. Il n'y avait pas une forme de résilience. Quelque chose qui était là, en fait, aussi dans le jeu. Et là, pour le coup, quand j'ai rencontré Zar, qui, elle, a fui l'Iran, qui a fui son pays, qui était une star là-bas et qui a dû, du jour au lendemain, quitter Téhéran contre un procès parce que c'était une femme et une histoire de mœurs, mais avant tout parce que c'était une femme, des coups de fouet annoncés et tout ça. Elle est partie, c'était une star vraiment en Iran et elle est arrivée en mode nobody en France, une carrière à reconstruire, quelques contacts, 10 ans où elle a tout fait pour reconstruire sa carrière, enfin un peu moins de 10 ans. Et moi, je la rencontre en casting à ce moment-là. Et je sais qu'on fait le casting, tout ça. Enfin, je l'avais vu sur une vidéo. C'était Antoine Carrard, directeur de casting, qui avait fait le casting de Chéré. Et quand je la rencontre la première fois et qu'on se parle après, elle me dit mais tu sais, c'est moi Chéré. Et moi, quand je l'ai vue en casting, elle arrivait en t-shirt, en jean, etc. Boum, elle était là, elle sortait le truc. Et il y avait vraiment ce truc de résilience que je cherchais dans les survivants, parce que la dynamique du film, c'est quand même un homme qui se trouve à aider une femme dans les montagnes, un peu malgré lui, à lui montrer le chemin pour traverser les Alpes de l'Italie à la France, et qui se retrouve surtout qui aide l'autre. C'est la question qu'à un moment, qui se renverse, parce que je pense que c'est elle, il l'aide et elle le sauve. Et il y avait chez elle, en fait, cette force-là, alors que je cherchais en plus quelque chose à l'image, de physique différent, vraiment ce colosse au pied d'argile que peut être Denis. Et j'avais en tête ça, et face à elle, ce côté roseau, mais qui ne cédera jamais. Et Zar, c'était ça. Et donc, je le voyais, je l'ai vu ça dans le casting, vraiment, comment elle s'est démarquée, parce que moi, je suis une réfugiée, et une réfugiée, ça a ça derrière, comme vie. C'est quelqu'un qui a abandonné son pays, qui ne le reverra plus jamais.
Et ça, quand elle en parlait, même sur sa présentation, tout, il y avait une énergie, une forme de colère aussi, contenue, bien entendu, qui était là, en fait, qui était juste, qui était presque en sommeil, parce que éteinte par toutes ces années de résilience. Et elle s'est servie de ça, de ce truc qui la tient encore en éveil, qui la tient encore debout, qui lui donne envie de se lever le matin. Et c'était très fort de le sentir. Donc ça, c'est vraiment quand on recherche quelque chose et qu'on le voit d'un coup comme ça en casting, surtout sur quelque chose d'aussi précis, c'est très fort. Et moi, j'étais là, je me disais, il y a un truc, c'est vrai que pour moi, Chérie, c'est elle, quoi. C'est vraiment... Et ça a toujours été elle. Et après, par contre, pour travailler, c'est que je trouve toujours pas évident un casting de faire jouer les scènes du film, parce que ça vient déjà au moment où on sera en lecture, au moment où on sera sur le tournage. Je trouve que c'est tellement en amont le casting que pour le coup, je me souviens que je lui ai proposé des choses différentes qui n'étaient pas dans le scénario. Et j'ai écrit 2-3 scènes qu'elle aurait pu vivre sur son parcours de réfugié. Donc c'était un truc en Grèce, un truc à la frontière, où je lui avais dit, ça c'est 2-3 jours avant le début du film, avant la première scène que tu as lue dans le scénario. Ça, c'est 2-3 jours. C'est une scène qui a un problème qu'elle a avec un flic italien qui veut lui garder son téléphone et elle veut le récupérer. Et ce dialogue-là qui était joué, c'était un enregistrement que j'avais trouvé via une asso. En gros, c'était un réfugié qui avait enregistré une discussion avec un flic qui voulait pas lui rendre sa carte d'identité. Et lui, à un moment, il a enregistré cette conversation. Et il y a l'engueulade, etc. Et lui qui lui dit j'en ai besoin. Et puis il y a un conflit, voilà. Et dans l'engueulade, il y avait ce réfugié qui s'emballe et en même temps qui a un truc qui perd la bataille aussi. Donc bref, il y avait plein de nuances. Et j'étais parti de ce dialogue-là avec qui était vrai et que j'avais repris et que j'avais fait jouer à hasard. Et donc c'est comme ça. Et je sais que c'est sur cette scène-là où je me suis dit c'est elle. D'accord. Je me l'étais déjà dit, mais j'avais besoin, parce que via le casting et la scène proposée. Et je trouve ça intéressant, un casting, de faire ça. De se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a autour du film, pour déjà, en fait, se dire, est-ce qu'en amont du film, avant que le film existe, est-ce que ça pouvait être cette personne ? D'accord. Et tu bosses un peu en impro aussi, en casting ou... Ouais, il y a eu des propositions, des impros, mais même en tournage. Je sais que sur 3615 Monique, donc c'est de la série, j'avais autant de jours de tournage sur 3615 Monique, 10 fois 26 minutes que pour faire Les Survivants, 1h30. Donc c'est vrai que c'est un rythme où on a fait parfois des journées entre 8 et 12 minutes utiles. Et moi, c'était mon angoisse en acceptant de faire la série, on me disait, tu vas voir ce genre de truc, tu peux faire que 2-3 prises, tout ça. Et moi qui suis bien entendu passionné par les décors, parce que c'est mon poste, mais les décors, les costumes, surtout là on fait un truc dans les années 80. Mais tout ça appartient vraiment à la prépa, pour le coup. Toutes ces discussions, ces moodboards, ces discussions qu'on doit avoir, et qu'on a aussi pendant, où on fait des réajustements bien entendu. Mais le moment du tournage, c'est quand même pour moi le moment des comédiens. Et j'étais au sens où on filme les scènes, et donc ils sont là, ils jouent, donc il faut que ça fonctionne. Et il y a... quand on me disait ça, et que j'ai passé plusieurs coups de fil pour essayer de comprendre comment les journées se passaient sur ce genre de série, je me disais, mais moi, il faut que je fasse 7-8 prises de temps en temps. Donc on a créé, comme on savait qu'on allait être à 2 caméras et tout le temps à l'épaule, parce que c'était aussi la dynamique artistique de la saison 1 dans laquelle je devais aussi être dans une forme de filiation, ne serait-ce que pour le spectateur. On s'est dit, trouvons un moyen de travailler où on allait pouvoir laisser de la place aux comédiens. Et en fait, il y a beaucoup de choses en mise en scène. C'était surtout de la réflexion en prépa, avant. Et je sais que Noélie Mogard, qui était script sur 3615 Monique, avait, quand on faisait les réunions chez FOP, découpage, mise en scène pour les journées, elle faisait un document qui était distribué à tous les chefs de poste où c'était comment on allait tourner, dans quel ordre, la caméra A ce qu'elle faisait, la caméra B ce qu'elle faisait. Ça nous est arrivé de réajuster. Mais j'ai jamais perdu de temps, parce que je savais que en vrai, on peut, sur une journée de tournage, gérer un imprévu ou gérer une insatisfaction sur la déco, la mise en scène, un truc où on se dit le matin en arrivant, mais là, pourquoi j'ai dit que j'allais faire un travelling ? En tournage, je trouve, on a quand même une latitude plus importante qu'en série, où vous avez à ce moment-là 8-10 pages à rentrer, quoi. Parfois.
Et je me suis un peu dit, faut vraiment que je fixe des choses là-dessus le plus possible en prépa ou avant de tourner, avant la journée. Et ce jour-là, il faut surtout rentrer les dialogues et laisser les comédiens aussi s'amuser. Et une des solutions là-dedans, dans cette énergie, ça a été laisser beaucoup d'impro. Et de tout le temps laisser les caméras parfois. Je sais qu'en moyenne, on a rentré 4h30 de rush par jour. Parce qu'il y avait les caméras qui tournaient tout le temps, à 2 caméras. Comme on filme souvent à trio, je m'étais vite dit, quand on a fait ça, la caméra, elle peut aller chercher la caméra A, elle peut aller chercher le 3e. Mais la caméra B, on a déjà fait les 2. Il faut qu'elle aille chercher autre chose pour aussi avoir une... Je savais que c'était une série qui était montée très cut, où il n'y avait que 2-3 secondes presque par plan. Donc je me suis servi de tout ce qui avait été fait sur la saison 1 et qui étaient des choix très cohérents et très chouettes, je trouve. Et c'est vraiment une réussite, la saison 1 de 35 Monique, pour justement, comme il y avait ces journées très denses, de ne pas se retrouver trop battu par le peu de temps que l'on a et laisser du temps aux comédiens. Et je sais qu'on a eu des journées où on pouvait faire 7-8 prises. Je sais que j'ai eu des comédiens qui venaient pour 1 ou 2 journées sur des des rôles secondaires, qui avaient déjà eu l'habitude de faire des séries, et j'étais un peu content de voir l'étonnement quand, sur une 2e, 3e prise, on va en refaire une, puis on va en refaire une. Et là, pour le coup, j'ai aussi un premier assistant qui est exceptionnel, qui s'appelle Vincent Prade, avec qui je venais de faire Les Survivants, et avec qui j'avais fait 35 Monique, qui avait déjà fait ce genre de série, et qui avait dégagé... Voilà, on a trouvé plein de solutions pour dégager du temps, parce que moi, ce qui m'importe, c'est que ce jour-là... on doit tout le temps gérer, avant de gérer sa frustration en tant que réel, on doit gérer la frustration des autres, déjà. Et des gens sont toujours frustrés, c'est normal. Il y a une forme de frustration dans le détail, il y a ça, mais j'aurais voulu faire ça. Et à n'importe quel poste, et moi le premier. Mais sur une série où ça doit être très efficace et où les journées sont très denses et très rapides, c'est normal qu'il y en ait. Et je trouve que... celle qu'il faut aussi gérer, parce que c'est un métier, voilà, on le sait, on est tout le temps très souvent frustré, on aurait voulu faire plus, pas mieux, mais faire plus. Ce que je voulais pas, c'était surtout que les comédiens, et surtout ce trio qui est fabuleux en plus dans leur énergie et dans le trio qu'ils ont réussi à former, Arthur, Noémie et Paul, c'était sentir qu'ils avaient du temps, qu'ils pouvaient s'amuser en fait à jouer dedans. Et je pense que dans tout ce que l'on dit là, ce qui se place quand tout se passe bien et qu'on arrive, parce que là on donne plein de tips, plein de trucs, mais c'est sentir que au bout de tout ça, c'est ce truc qu'on essaie tous d'attraper, je pense, c'est une forme de plaisir en fait. C'est être heureux de ce qu'on est en train de faire et de s'amuser. Sinon, ça sert à rien de faire ce métier, je pense. Enfin, même si c'est dur, même si c'est éprouvant, même si on manque toujours d'argent, même si on dort pas, même si tout ça, il y a un truc quand même sur un plateau, c'est de ressentir une forme de plaisir. Ça reste un jeu. Ouais, ça reste un jeu. On est là, moi, s'il y a quelque chose de très enfantin là-dedans, d'être là, à s'amuser, à créer des personnages. Il y a un truc comme dans une chambre pour enfants, avec des jouets, où on va faire ça, machin, etc. On va déplacer, Playmobil, je sais pas quoi. Il y a quand même quelque chose, voilà, il y a une forme d'innocence qui doit être sur un plateau. Donc c'est tout ça pour arriver à un endroit où les gens peuvent s'amuser, faire ce qu'ils aiment et le faire bien. Tu as quand même bossé avec des comédiens et des comédiennes extraordinaires. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé quand même d'être confronté à des gens en face qui faisaient des blocages sur certaines scènes ou alors qui n'étaient pas raccord avec ta version du personnage? Donc je pense que j'ai plutôt 2 questions en une. C'est la première, comment est-ce que tu gères des blocages en face de toi? Tu as déjà parlé de comment tu t'adaptais dans la méthode de travail des autres en face, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas trouver de solution et de devoir gérer un blocage? Et ma deuxième question là-dedans, c'est est-ce que tu as déjà été frustrée par le résultat final auquel tu t'attendais pas forcément, justement parce que tu as laissé beaucoup de liberté aux comédiens et comédiennes pour proposer, et finalement tu t'es rendu compte qu'en fait c'était pas du tout dans l'univers que tu attendais? Pour les comédiens qui font des blocages, alors ce qu'on peut ressentir, et c'est un truc où tout le monde le sent un peu, c'est le comédien qui est stressé. Et ça, c'est normal, c'est le stress qui un peu fait parler plus vite, qui fait où c'est difficile en fait de garder aussi ce contrôle sur le personnage, parce qu'on doit devenir le personnage et en même temps, en le devenant, on contrôle quelque chose. Donc le stress peut donner une forme de fragilité à ce moment-là, de quelque chose qui donne l'impression que quelque chose n'est pas maîtrisé. Alors c'est très dur parce que tout ça est très paradoxal. C'est en même temps qu'on maîtrise le personnage qu'on est en train de devenir parce qu'on le saisit,
c'est de s'oublier en même temps. Enfin, donc, bref, c'est que des paradoxes, façon, je pense, de jouer. Et d'arriver, déjà, quand on sent ça, je pense que c'est déjà une pause. C'est là, et souvent on l'entend, il y a le premier script, quelqu'un qui dit « ce serait bien que tu aies lui parler ». Donc on y va, déjà, on redescend, tout va bien. J'en ai nous, on n'est pas en retard. Enfin, voilà. Il y a un truc de... Et je pense que d'ailleurs, même si c'est la merde de notre côté, là, il y a un truc de... on parlait de hiérarchie de l'information, il y a une hiérarchie des décisions, il y a des choses... qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qu'il faut régler en premier? Je pense qu'avoir un problème de lumière, un problème de stress de comédien, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Parce qu'en fait, au final, c'est surtout en fait, que le problème de lumière, personne ne le verra. Ça n'empêche pas qu'il faut être hyper exigeant, parce qu'après, on va me dire, va faire une sorte de vidéo d'interview avec Julie pour aider les chefs-op, pour les chefs-op. Mais non, c'est... puis j'ai pas de conseils à leur donner, mais c'est que... il faut se dire, en fait, qu'est-ce qui peut être plus catastrophique pour ce qu'on est en train de faire que... et ça, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment au réalisateur sur le plateau, mais c'est ces moments où il y a un truc un peu bizarre, en 5 secondes, il faut prendre des décisions. Bon, c'est un moment que je trouve assez fascinant, parce que faut prendre une décision très rapidement, et que vous avez tout... Voilà, t'as tous les paires d'yeux qui se retournent vers toi. Voilà. Et un comédien ou comédienne stressé, ouais, ça peut être plus compliqué, et c'est là où en fait ne pas le perdre ou ne pas la perdre, de vraiment faire en sorte de la rassurer tout simplement. Il y a cette première chose, et c'est là où c'est là où on doit protéger aussi les comédiens, parce que d'arriver, de voir le plateau, et puis les comédiens entendent tout, voient tout, etc. Ils sont quand même, il y a un truc où quand ils attendent de jouer, ils voient ce qui se passe, ils voient si on est en retard, ils voient avec qui c'est compliqué, avec... Donc, c'est les protéger pour leur moment. C'est là où il y a un truc... et je comprends, moi, cette sacralisation un peu pas du comédien, mais de ce qui va emmener dans le film à ce moment-là, parce que c'est quand même la pièce maîtresse, et c'est ce que le spectateur surtout va voir. Bref, pour avoir fait plein de festivals, vu plein de films comme tout le monde, un comédien merveilleux dans un film où l'image est un peu moyenne, ça donne toujours un meilleur film qu'un comédien pourri dans un film très, très beau à l'image. C'est évident. Il y a un truc de... Le spectateur a besoin de croire à ce qu'il voit. La première chose, c'est déjà le jeu. Et une fois de plus, notre métier, c'est de faire en sorte que tout soit... que l'on croit à tout. Mais le comédien, il y a une forme de... s'il faut faire un choix radical à un moment, c'est ça qu'il faut sauver. Et moi, je l'ai déjà vu sur des journées, surtout quand on fait un film à la montagne, comme Les Survivants, où on a eu des journées où ce qu'on devait faire... Et ce que j'avais en tête, en découpage, en mise en scène, a explosé le matin à cause des conditions météo ou de comment s'organisait la journée. L'une des scènes qui fait partie des plus importantes au sens scénario, parce que c'est 2 personnes qui, du coup, ne se font pas confiance parce qu'étrangères, parce qu'inconnues. Et comme c'est un film de duo, dans l'écriture des films de duo, il y a ce moment où ces 2 personnes qui se méfient l'une de l'autre se retrouvent à se faire confiance. Et la confiance, souvent, dans les films de duo, vient du... je me reconnais en toi, où il y a quelque chose dans lequel ils se reconnaissent. Et là, tu parles de la scène où elle est près du feu, il ouais, essaie de la réchauffer. C'est la scène où il la sauve, qui est vraiment, il y a un avant-après cette scène, parce que c'est comment ils peuvent se faire confiance. Et c'est qu'en fait, chacun a vécu le drame de l'autre. On est sur des films de deuil, chacun à sa façon. Et je me rappelle, je me disais, mais cette scène, elle va être dense, faut dire à Denis, en gros, sur le papier, c'est toi tu sauves celle que tu n'as pas pu sauver, et toi qui as vécu plusieurs mois sur les routes migratoires, tu sais ce que c'est les hommes, 98% des femmes réfugiées subissent des violences sexuelles, si ce n'est des viols. Donc ça, c'est chargé de ça, toi. Et donc pas simple, donc c'est une scène, on avait pris une journée pour la faire, on est dans un refuge très haut dans les montagnes, c'est compliqué pour y accéder. Matin, 6h du mat', quand on arrive sur le parking pour monter dans les voitures et camions qui nous emmènent, moi, j'avais jamais vu un sol gelé comme ça, une patinoire, mais de malade mental. Ce qui était un peu drôle au début, parce que chacun, salut, tu vas bien, boum, bref, donc c'était un peu rigolo, c'était un peu, je sais pas, Looney Tunes, quoi, tout le monde se cassait la gueule, gag, exactement. Et ça devient beaucoup moins drôle quand on me dit qu'on ne peut pas monter la cantine, qu'on ne peut pas monter les poids lourds pour le matériel, que l'horloge tourne. Là, de toute façon, tout le monde savait que sur un film comme celui-ci, on allait avoir des imprévus majeurs. Mais quand on arrive en haut et que je suis avec tout le monde, que le matériel... Bref, j'ai 4-5 heures de retard.
sur la journée, et il est presque midi. Et on avait un découpage pour cette scène assez précis, qui était pas simple. Alors après, ce qu'on essayait de faire, c'était à chaque fois, on faisait une sorte de répète, et après, dedans, dans ce qui se passait dans la répétition sur le matin, j'adaptais le découpage, et souvent, ça fonctionnait. Mais avant tout, voir comment la scène va se passer pour après adapter le découpage. Parce que là aussi, tu laisses de la liberté aux comédiens. Si un comédien fait un truc qui n'était pas prévu, de dire à un comédien, non, on va faire ça, bah, il va... ouais. Par contre, répétons, cherchons la scène, que ce soit en lecture ou en répète avant de tourner, de voir ce qui se passe, si ça fonctionne. Voilà, on ne sait pas si ça va fonctionner. Et que s'il y a un truc de « ah, mais là, ça marche mieux », si on a dit à tout le monde « là, il faut préparer ça, etc. » Ce qu'on peut se permettre vraiment plus en fiction ciné qu'en télé, quand même, par rapport au délai dont je parlais tout à l'heure. Mais là, on s'adapte. Donc, on n'a pas eu vraiment le temps de faire ça. Et je sais que j'ai une discussion avec chef-op, premier script, comédien, on est ensemble. Et moi, je dis, c'est quoi le plus important dans cette scène? C'est eux deux, c'est l'intensité de ce qu'il va y avoir. Et on a validé le fait qu'on allait... c'est une scène qui dure 2-3 minutes dans le film. Et donc, on a validé le fait qu'on allait faire que des plans séquences. Donc, on a revu la lumière. Moi, je dis, on va passer à l'épaule. J'avais prévu un travelling, un truc, etc. Avec le chef-op, on s'était chauffé et tout. Mais on se dit, faut faire une répète. Là, il est midi, on n'a pas tourné de la matinée. On fait une répète. Et là, il y a Denis Hézard qui rentre. Et il a soutien, il va jusqu'au feu avec elle, enfin jusqu'à la cheminée, il regarde à quel point elle est frigorifiée, c'est la catastrophe, il faut trouver des vêtements dans le refuge. Et il y a toute cette scène où il la sauve. Et nous, ils nous font cette répète et toute l'équipe regarde. On regarde juste, c'était vraiment juste faites. De toute façon, faisons une répète, on verra, nous, on va s'adapter après. Et ils se lancent là-dedans et ils font une répète qui dure, je sais pas, 9-10 minutes, parce que le temps de l'emmener, de chercher les vêtements et tout. Et quand ils finissent, puis Denis finit vraiment comme il était marqué dans le scénar, pose sa tête sur elle comme un linceul. C'était la phrase qui ponctuait la séquence. Et Denis finit comme ça, etc. Et nous, on était tous là, hyper émus. Et tout le plateau, il y avait un truc de... Moi, j'étais un peu en mode, ok, si c'est ça la répète, ça va être fou de voir l'intensité qu'ils vont mettre. Et donc, on s'est posé et on s'est dit, en fait... les gars, on va partir en plan séquence, on fait les sources lumineuses, on en fait moins, etc. On fait en sorte d'à chaque fois pouvoir être avec eux. Et cet après-midi, là, on va manger. Et après, on fait une prise sur Denis, une autre prise sur Denis, en TK une cam. Après, on passera sur Zar. Mais à chaque fois, on dit, là, on va filmer ça. Et à chaque fois, vous la refaites. Mais cet après-midi, en fait, vous allez faire que ça. À chaque fois, vous allez rentrer dans ce refuge, et voilà, jusqu'à la tête comme un linceul. Et en prise directe, en séquence, ça durait à chaque fois 13-14 minutes. Et ils ont fait ça de 14h à 19h. Et ils ont fait que de jouer, du coup. À chaque fois qu'on se remettait en place, il y avait une pause parce que c'était éprouvant. Et après, ils repartaient. Je ne sais pas combien de fois ils l'ont fait. Mais il y a des moments dans la scène, parce qu'après, nous, avec Joseph Comard, monteur depuis toujours, on a monté la séquence en se servant de tout ce qu'on avait obtenu dans les plans séquences avec tous les axes différents. Mais c'était hyper agréable parce que quand ça a été acté de juste tourner, en plan séquence comme ça à chaque prise, c'était juste vous jouez. Et nous, on doit juste capter l'intensité que vous allez mettre. Et là, en plus, j'ai un chef-op, Pierre-Maëlys Laval, qui vient du docu, c'est la caméra B de Julien Poupard, c'est lui qui a fait la séquence d'ouverture dans Les Misérables. Donc, il y avait un truc, il savait filmer ça, et c'était un truc qu'il aimait en plus. Et là, je pense que c'est une décision qui est prise aussi en fonction de ça, de qu'est-ce que, en plus, Pierre aime. Je sais que si je prends cette décision, Pierre sera bon dans l'exercice. Denis Hézard, pour un comédien, je pense que on joue. Et on va faire ça tout le temps. Et on va essayer de révéler ce qu'il y a dans la scène, ce souterrain d'une femme victime de violence sur une route migratoire, d'un homme qui a perdu la sienne. Et on fait ça. Et moi, c'est la première fois, et je l'ai vécu que là, que quand on a fini la journée à 19h, il y a le plateau entier, des gens qui étaient à l'étage, qui regardaient, il y avait le retour pour l'équipe costume, maquillage, tout ça. Tout le monde est descendu. Et tout le monde a applaudi Denis Hézard. C'est la première fois que j'ai vu un plateau applaudir, mais vraiment, de façon très consciente, descend. Fin de journée, merci à tous, tout ça. Tout le monde descend et les applaudir tous les deux, parce que c'est eux qui nous ont donné ce qu'on cherchait. Et nous, on s'est adapté aux conditions. Et la scène, je sais, dans plein de retours, des critiques, machin, etc., que cette scène est souvent ressortie dans Les Survivants, parce que le sol était gelé le matin. Et je pense que là, on apprend beaucoup de ça. Quand on se dit, et l'imprévu, et ce qu'on essaye de faire, et l'humilité aussi qu'il faut avoir par rapport aux imprévus, par rapport à comment s'adapter. C'est pas ce qui était prévu, c'est pas grave, allons le chercher d'une autre façon.
Parce qu'à la fin, c'est les comédiens qui le donneront s'ils se sentent aussi en sécurité, s'ils sentent qu'on leur laisse le temps. Parce qu'en fait, la décision, ça n'a pas été du tout des critères techniques. On est sur un film où formellement le travelling est important. Tout. Il y avait à ce moment-là une décision à prendre et ça arrive dans plein de films. Mais c'est surtout eux deux qui vont nous offrir cette scène-là. Derrière, un moment, quelqu'un qui sauve une femme qui est en train de mourir, surtout avec tout ce qu'il y a de chargé, fallait être avec eux, surtout dans cette scène. Et je l'aurais jamais fait comme ça, d'ailleurs, le matin, si le sol n'avait pas été gelé. Donc là, ça a été une vraie leçon, mais comme j'avais déjà pu observer avec des imprévus plus mineurs sur d'autres tournages. Et pour revenir, parce que je sais que la question c'était le blocage, j'ai quand même remarqué aussi que quand il y a un blocage, alors quand il est dû au stress c'est différent, mais quand il y a un blocage, et je ne savais pas si la question était orientée comme ça, de quelqu'un qui joue avec quelqu'un de connu ou qu'il admire, ça peut arriver demain je joue avec un tel, je donne la réplique. Je trouve que il faut laisser le blocage souvent en fait disparaît un peu tout seul. C'est plus au diesel que va fonctionner le comédien. J'ai l'impression, ou la comédienne. Il y a un truc j'ai un peu peur, c'est normal, c'est le début, je suis un peu impressionné. Et je pense que là, il n'y a rien de pire que de le remarquer et de venir le dire. C'est ça aussi, gérer le blocage. C'est là où je parlais de facteur humain quand même, que d'arriver et dire « Putain, ça va pas, t'as l'air stressé, tu sais. Bon, lui aussi, beau shot, c'est pas grave. » Enfin, dire sur des trucs, putain, il a remarqué que j'étais bloqué, que je stressais. Je pense que ça peut être catastrophique. Donc c'est plus, on le remarque, on le sait, on en parle, ouais, mais toi t'es un peu stressé, oui, toi t'es un peu stressé, machin. Enfin, on en parle, on est comme ça à notre tour. Les sons, on va voir. Et souvent, en fait, on voit que, il y a un moment, la personne, bref, c'est géré au cas par cas, mais oui, ça peut arriver. Et je pense d'ailleurs que les blocages, il y a aussi le blocage de ne pas trouver la scène pour le comédien, qui est une autre forme de blocage. C'est de sentir à la 10e, 11e prise, qu'il sent lui-même que c'est pas dedans. Et souvent, c'est aussi là des questions d'écriture. D'arriver et dire non, c'était écrit, ça marchait très bien à la lecture, mais d'ailleurs c'est grâce à cette scène écrite comme ça que le film a été financé. Enfin, faut arrêter. Parfois la scène ne marche pas. La scène ne marche pas, elle est super, toutes les idées sont super, etc. Mais ça ne marche pas. Et il y a des comédiens qui osent te le dire, tant mieux. Et il y en a d'autres il y en a qui le disent très vite, il y en a qui le disent trop tard. Enfin, c'est toujours pareil. J'ai entendu des histoires de comédiens qui disent « Non mais là ça marche pas, cette séquence elle est mal écrite, machin, le réal qui pète un câble, tout le monde s'engueule. » Bon. Je pense que quand ça arrive comme ça, c'est toujours depuis combien de temps la façon de communiquer était dans ce mood-là un peu bizarre. Il y a des manières de dire. Est-ce que souvent ça révèle aussi des choses qui étaient là en amont. Enfin, c'est toujours pareil d'écrire sur un plateau. C'est plus des conséquences c'est rarement des choses spontanées, c'est plus une accumulation d'un manque de communication quand on arrive en 4e semaine, qu'on est tous fatigués, et que si ça fait 4 semaines que c'est comme ça, s'il y a un craquage, c'est un peu normal. Donc, et souvent, il faut se remettre énormément en question, parce qu'on se dit, si ça marchait pas, ou si ça arrivait comme ça, ou si les choses ont été dites de cette manière, pourquoi Franchement, ça s'explique souvent. Et sauf si on tombe sur d'habitables connards, machin, tout ça, y a toujours des gens méchants ou gratuits, voilà. Mais quand même, moi, je l'ai jamais vécu. Et c'est surtout là aussi être capable de faire une pause et de prendre une décision assez rapide, de réécrire, de discuter. Si on sent que ça marche pas, de juste refaire un point, rediscuter. En vrai, si c'est dans un mood qui est celui-ci cohérent, où les gens arrivent à parler, s'il y a un matin, il y a un truc qui ne marche pas, il n'y a rien de pire que de céder à la panique. Parce qu'après, tout le monde le sent. Tout le monde le sent. Et puis en plus, on sent qu'on peut avoir les regards portés sur soi de « Oh là, il ne sait pas ce qu'il fait ce matin ». Et d'être capable de se retourner et dire « Ouais, je suis désolé, je ne sais pas ce qu'on fait là ce matin. C'est lundi. Ce week-end, c'était cool, mais on est tous partis dans nos familles. Là, on revient. » Il y a pas... Il y a tellement de trucs d'ego, de trucs d'artistes, machin, etc. Oh là là. Parfois, ça peut être très très simple, je pense. Vraiment beaucoup plus simple que juste de se taire, d'enfermer les trucs, des sortes de secrets, de machin qui... Et donc, le blocage comme ça peut arriver chez un comédien qui ne sent pas la scène. Et parfois, de juste l'emmener un peu ailleurs, de la réécrire. On se rend compte que...
Puis il y a plein d'histoires de plateaux comme ça, de choses qui ne devaient pas arriver sur le moment. Et c'est là aussi où il faut laisser la place pour la recherche le matin, d'arriver et de dire c'est ça, ça, ça. Et en fait, ça ne marche pas, parce qu'on sent que les choses sont trop rigides, n'existent pas, ne sont pas assez organiques. C'est bien de se laisser la petite place de la répétition avant, on essaye, on voit... Mais là, si je dis ça, ça va pas être cohérent qu'ils me répondent ça. Est-ce que je pourrais pas faire ça? Ouais, mais si tu fais ça, très bien, il faudrait éclairer là. Et voilà, et le chef-op doit être là, il doit s'adapter. Parce qu'on est sur un métier, comme on disait que l'écriture est toujours en mouvement, en évolution, où on doit tout le temps s'adapter. Parce que c'est en s'adaptant qu'on a l'impression de maîtriser un peu le film que l'on fait aussi. Oui. Comment ta direction d'acteur et ton rapport aux comédiens et comédiennes, si c'est lié pour toi, a évolué d'un projet à un autre? Moi, on m'a déjà parlé d'un t-shirt que portait un technicien. Je ne sais pas si c'est une sorte de légende ou si la personne qui me l'a raconté comme le truc... ça, je connais un pote d'un pote qui... Mais si ça existe, je trouvais ça génial et j'aime bien le citer. C'est un technicien qui avait un t-shirt sur un film où c'était marqué devant « Si je fais ce film, derrière, c'est pour être meilleur sur le prochain ». Et j'aime beaucoup cette phrase parce que je trouve qu'il n'y a rien de figé quand on fait un film, au sens où on coche une case, ça y est, premier film fait, je sais pas quoi. Non, moi, je sais que ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir continuer à travailler. J'ai des choses à raconter, j'ai envie de les raconter, des idées de films. Et je trouve ça hyper intéressant de penser son métier comme quelque chose dans lequel on évolue, dans lequel on se remet en question, dans lequel on explore des choses. Là, je sais que le prochain va être dans la veine des survivants, mais encore plus assumé en genre, parce que j'ai aimé ça, je trouve ça cohérent, c'est le cinéma que j'aime. Enfin voilà, et comment on fait en sorte de continuer à travailler, mais comme n'importe qui dans une carrière apprend, évolue, va là, puis change de boîte ou de poste. Enfin, il y a un truc d'essayer d'explorer ce métier que je trouve en fait sans fond, vraiment. Et pour le coup, forcément que les relations, les expériences que j'ai viennent nourrir les suivantes, comme dans n'importe quelle expérience chez n'importe qui. Il y a quelque chose de ça, j'ai appris ça c'était intéressant, ça faut pas le refaire comme ça. C'est essayer de faire en sorte je sais pas si ça rend les films meilleurs, ça aussi, mais se sentir aussi de plus en plus à l'aise, que là on théorise énormément de choses depuis tout à l'heure, parce que justement elles doivent être aussi théorisées, d'essayer de comprendre comment ce métier fonctionne, comment le plateau peut fonctionner, des choses que j'ai déjà tentées avec des comédiens. Est-ce que ça marchera avec d'autres? Maintenant, ça marche moins. Mais en fait, là, c'est encore autre chose. Enfin, c'est vraiment se dire que partir du principe que ce métier, et ça peut être un conseil d'ailleurs de fin, c'est accepter qu'il n'a pas de limite. C'est un territoire qui est explorable en fait un peu de façon éternelle, parce qu'en plus un métier qui se renouvelle techniquement, avec des façons de faire différentes, avec le studio, le fond vert, les écrans LCD, je sais pas quoi, enfin toutes ces techniques qui émergent. Donc forcément, et puis je le vois chez les techniciens, ça, parce que moi je suis réalisateur, j'enchaîne pas les plateaux. Et je vois en fait quand on tourne quelque chose, ne serait-ce que 6 mois d'écart, il y a déjà des choses nouvelles, des gens qui « Ah, nous on a fait ça il y a 2 mois sur un plateau ». Et nous, en vrai, ça c'est un truc, parfois je m'étonne qu'il n'y ait pas un truc vraiment pour les réals de formation, que ce soit formation comme dans n'importe quelle boîte où il y a des formations professionnelles, quand on change de poste ou je sais pas quoi, il y a un truc de « je suis en formation ». Nous, les réals, on est là, on fait nos trucs dans notre coin, on écrit, on essaie de le financer, on retrouve des gens avec qui on a bossé. Et les gens avec qui on a bossé, eux, souvent, ils ont fait parfois entre 4 et 10 films. Entre les 2 temps, on a bossé. Donc ils ont appris plein de choses, ils ont eu d'autres déceptions, d'autres joies, d'autres moments merveilleux. Et donc on récupère des gens qui sont en constante progression. Là où nous, c'est plus des sauts de mouton, vraiment. Et il faut s'adapter aussi à ça. Et c'est ce que je trouve intéressant quand même dans le fait de se dire qu'on travaille avec des gens qui continuent de l'explorer. Et nous, on relance des campagnes en bateau à droite à gauche et venez avec nous et on va aller faire ça. Et je trouve que c'est là où c'est hyper stimulant. C'est ça qui donne envie de continuer à faire ce métier, c'est de se dire je ne suis pas allé là, j'ai fait effleurer ça. Je sais qu'il y avait un truc peut-être ici possible. Allons l'explorer là. Je trouve ça trop stimulant. C'est un métier qui ne se répète pas. Et en même temps qui parfois si se répète. Et ça, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent que comme ça. Donc ton conseil de fin, tu dirais, si tu as un déclic que tu aimerais bien partager avec des jeunes réals, ou ce serait ça, c'est l'acceptation que ce soit en constante évolution? Avec les jeunes réals, pour avoir eu la chance de donner pas mal d'ateliers d'écriture, de cours, je sais que je me rappelle, mais je l'ai souvent vu, c'est ce truc quand le film est en train d'être écrit et qu'ils vont le tourner.
C'est comme si tout ce qui était là dans la discussion, dans la pièce que je dis un peu depuis tout à l'heure, c'était ce qu'il fallait faire, c'est ça, non, ce que j'ai en tête. Et parfois de leur dire, non mais il va y avoir des gens avec toi, il va y avoir des comédiens qui vont s'emparer du personnage, tu vas voir des choses auxquelles tu n'avais même pas pensé. Et peut-être que tu y avais pensé, et tu n'avais peut-être pas osé l'écrire, pas osé. C'est des choses de... Oui, c'est hyper excitant quand même de se rendre compte que parfois des scènes vont plus loin que ce soit en termes de violence, de désir, de rancœur, de joie, d'humour. L'humour, par exemple, c'est vraiment un super... je l'ai vu avec 3615 Monique. Des choses qui sont écrites, qui sont super drôles. C'est quand même... J'avais la chance d'avoir Emmanuel Poulain-Arnaud, qui est l'un des créateurs de la série, qui est un dialoguiste sur les punchlines, la comédie, qui est incroyable. Et en même temps, j'avais des comédiens qui étaient tout le temps à vouloir faire des vannes. Et là, la comédie, c'est vraiment un ressort très clair, ou un exemple très clair pour dire il y a ce qu'il y a décrit, c'est trop drôle, et il faut partir de là, et il faut même l'avoir, parce que c'est trop drôle. Mais de voir des comédiens dans un truc de attends, mais si je rajoute ça, si je parle, voilà, il y a un truc de on continue, et il y a un truc où là on voit qu'ils s'amusent. Alors bien entendu, c'est pas un truc où je suis plus drôle que toi, c'est vraiment plus en fait on s'amuse, c'est marrant, et en fait ça fait sens, c'est la scène. Et en fait on se rend compte que en plus quand les comédiens ont compris leur personnage, ils vont pas proposer n'importe quoi. L'impro, faut avoir confiance de ça quand on sent que le comédien a compris le personnage qu'il était. En fait, je pense que tout le monde peut être bon en impro. Il y en a qui disent que non, je suis pas bon en impro, etc. Je pense que si la personne a très bien compris, maîtrise, et je vois que de l'impro parfois est meilleur chez quelqu'un en deuxième semaine, est meilleur en quatrième, cinquième semaine que dans la deuxième. Je pense pas que ce soit une histoire d'énergie ou de rythme de tournage. Il y a un truc aussi où à un moment, cinquième semaine, les gens savent qui ils jouent, savent qui ils sont, connaissent leurs réflexes, connaissent mieux leur personnage. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont meilleurs dans l'impro parce qu'ils sont plus qu'est le personnage. Et donc ça, il faut leur faire confiance aussi, parce que ça peut être super de voir quelqu'un qui est à l'aise avec son personnage, qui l'a compris, qui sait quelles sont ses failles, ses doutes, ses désirs, ses envies, ses objectifs. Si tout ça est maîtrisé, qu'il est à l'aise, puis on le voit, il y a un moment, les comédiens posent moins de questions sur le personnage, viennent moins vous poser la question de là, tu penses qu'il fait. Non, ils le font, parce qu'ils savent que c'est bon. Donc c'est vrai, c'est tout ce rapport-là, vraiment main dans la main. Et il y a beaucoup de choses entre un film et son réalisateur, c'est un peu une affaire de couple, je trouve. Il y a un truc vraiment de la place que l'on laisse, on aime son film, mais est-ce que... c'est pas aussi au film de nous aimer. Il y a plein de trucs, c'est un peu une relation de couple, c'est quelque chose de très particulier, toute l'entité de tournage dans laquelle les comédiens prennent une place colossale, forcément, et c'est normal. Et nous, on gère l'œuvre qu'on est en train d'essayer de faire. Ok. Merci beaucoup pour cette merci à toi. Cette conversation très inspirante et qui donne de la foi. Moi, de mon point de vue de comédienne, je suis trop heureuse d'entendre un réal qui bosse à ce point-là, main dans la main, avec ses comédiens et ses comédiennes. Et j'espère qu'ils diraient la même chose. Moi, je parle, on parle de couple, il faut la version des autres. Je pense que c'est partagé par beaucoup de personnes qui ont bossé avec toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu as donné. C'était trop chouette. Merci Julie.